Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, certains font le pont, alors on vous accompagne et toujours avec grand plaisir. Au sommaire de vos vraies voix ce soir, le grand débat du jour à 17h30. La proposition américaine de cesser le feu a une nouvelle fois échoué. Le conflit dans la bande de Gaza s'enlise. Lors de sa tournée à travers l'Asie du Sud-Est, le président français s'est exprimé sur la situation en déclarant « La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique ». Nous vous posons la question sur Sud Radio. Comme Emmanuel Macron, pensez-vous que la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral? Vous dites oui ou non. Allez sur le compte X de Sud Radio et puis vous pouvez intervenir à l'antenne. Notre grand invité sera David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS. Le coup de projecteur, 18h40, autre temps fort de cette émission. On en a fait un petit clin d'œil. La grande finale de la Ligue des champions de football, c'est donc demain. Le Paris Saint-Germain défiera à Munich les Italiens de l'Inter de Milan. En anticipation des célébrations, le quartier des Champs-Élysées sera bunkérisé. Une nouvelle fois, les supporters sont craints pour leurs excès de plus en plus fréquents ces dernières années. Répondez sur nos réseaux sociaux et à l'antenne de Sud Radio à notre question du jour aussi. Violence et débordement des supporters, le football est-il victime ou responsable? Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Aude vous accueille. Vous êtes donc très très bien accueillis. On ne fait pas mieux. Notre grand invité tout à l'heure pour la question sur le foot sera le député des Yvelines, grand spécialiste du football, Carl Olive. Voilà, c'est parti. Je vous présente nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Ils espèrent sans doute une nouvelle Ligue des champions de football pour la France, 32 ans après Marseille. Ils soutiennent, je l'espère, le PSG. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Non, mais ce serait trop long. Bon, je rappelle que vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bon, je retente. Madi Saïdi, communicante et auteur de Française venue d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Forcément, le PSG, moi, je suis une fan de la première heure. Bien, bien. Abel Boilly, président de FR Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir d'être parmi vous et vive le PSG. Bien, très bien. Mais vous n'êtes pas convaincu, Philippe, de la première heure, vous êtes courageuse, ma chère. Ah oui. Parce que franchement, la première heure du PSG... Ah non, mais la première heure... Vous parlez des années 70, hein. Et puis moi, maintenant, j'adore l'équipe et l'entraîneur est fabuleux. Ah, mais je continue à ne pas aimer le président, je continue à ne pas aimer le Qatar. Mais moi, c'est l'équipe que j'adore, c'est le foot que moi j'adore. On ne parle pas politique. Oui, mais c'est très difficile de dissocier le PSG du reste. En tout cas, ce qui est magique, c'est qu'on lance le sujet et vous êtes tout de suite échauffé. Pas besoin d'échauffement. C'est magnifique. On y reviendra tout au long de l'émission. Nous filons au 0826 300 300 avec notre auditeur qui sera notre auditeur fil rouge. Bonsoir, bonsoir Xavier. Bonsoir Frédéric, bonsoir les vraies voix. Bordelais, hein? On est à Bordeaux, ouais, on est bien. Bon, allez, le PSG aussi, on est bien d'accord, ça fait gagner des points à la France. Alors bon, je parle pas des Girondins, parce qu'il va falloir attendre un peu avant qu'ils se requalifient pour une Coupe d'Europe, mais on est tous quand même pour les clubs français, oui. Non? Ou pas, Xavier? Bien sûr, on est pour le PSG, et puis bon, je vous avoue que j'ai une petite faiblesse plutôt pour le rugby, et comme on a été champion d'Europe il y a une semaine, je suis au ciel. Eh bien, vous faites bien de dire ça aussi, parce que j'aimerais avoir une pensée pour mes amis du club de Metz Handball, parce qu'elle joue le Final Four aussi ce week-end, donc il y a une première demi-finale contre Odense et peut-être la Ligue des Champions pour les filles du handball aussi. Comme ça, on a fait le tour. Alors, Xavier, votre coup de gueule, vous allez être notre fil rouge, auditeur fil rouge, comme ça qu'on appelle, c'est pas très beau, mais enfin bon, bref. Vous voulez revenir sur l'histoire du tabac, on vous écoute. Oui, alors mon coup de cœur du jour, en fait, c'est une vraie bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui a publié son rapport annuel. Et vous savez quoi ? Excellente nouvelle, les Français fument de moins en moins de tabac. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est à moins 12% sur l'année 2024 de vente de tabac. Et donc c'est une super bonne nouvelle. Moi, je m'en réjouis parce que le tabac, pour moi, ça a été un combat. Je m'en suis défait il y a 2 ans. Et ça a été une vraie victoire parce que j'avais commencé assez jeune. Donc c'est vraiment une drogue parce que c'est très difficile d'arrêter ça. Et surtout, c'est un poison légal qui a été autorisé par les pouvoirs publics, qui a été
été rendu culturellement attractif par les publicitaires, par le marketing. Et finalement, on s'est tous empoisonnés collectivement avec cette chose-là. Et on est en train de s'en défaire petit à petit, et c'est une très bonne chose. Et je terminerai sur un point, c'est que entre 2022 et 2016, les jeunes vraiment ont diminué la cigarette beaucoup plus que le reste de la population. On est passé de 25 à 16% de fumeurs chez les jeunes. Ouais, c'est vraiment très appréciable votre discours, Xavier. Vous fumiez beaucoup avant d'arrêter il y a 2 ans, donc? Je fumais, je pense, à peu près un demi-paquet par jour. Ouais, quand même, ouais, ça faisait beaucoup, ouais. Et depuis longtemps, en plus. Oui, j'ai commencé assez jeune. Alors, je me suis maintenu physiquement grâce au sport, mais c'est quand même très mauvais pour la santé. Et puis surtout, c'est très addictif. C'est une drogue. C'est vraiment un poison. Et le pire, moi, ce qui m'a toujours interpellé, et on a vu beaucoup de documentaires qui passaient à la télé à ce sujet-là, c'est que les industriels du tabac mettent des produits de manière à rendre les gens addicts, en fait. Oui, la fameuse nicotine. Autour de la table, Philippe, je vous ai jamais vu fumer. Non, je n'ai jamais fumé. J'ai vu mourir des gens dans mon environnement à cause de la cigarette, et je constate que notre ami a totalement raison, et j'ai appris, comme vous tous, que dorénavant on n'aurait plus le droit de fumer sur les plages. Oui, alors les places, en fait, les endroits publics où il y a des enfants. Donc je suis pour, moi, à fond. Madi, vous n'avez jamais fumé? Non, jamais. Et vous, Abel? Pareil, en tant que non-fumeur, je ne peux que me réjouir de cela. Moi, c'est pareil. J'ai tiré une fois à une taf là, à 14 ans. Tout le monde s'est marré. J'ai dit, j'ai compris. Et voilà. C'est très, très bien. Merci, cher Xavier. Pas de fumeur, c'est bien. Ah ouais. Écoutez, là, on est au top. Et puis, oui, c'est vrai. Et surtout, alors moi, un petit message. Parce que c'est vrai que ça peut choquer. Vous nous embêtez de pas fumer dans les endroits publics. Mais franchement, si tout le monde, ne serait-ce qu'une seule chose, ne jetez pas vos mégots par terre, parce que d'un point de vue écologique c'est horrible, et puis d'un point de vue confort, si tout le monde fait un petit peu d'effort, on acceptera un petit peu plus, mais franchement le fait de pas fumer... Si on pouvait en convaincre Nelly, mon cher Frédéric. Alors justement, Philippe Bilger, merci de le dire, parce que je cite pas assez souvent Nelly Boulet-Soulier, qui nous aide à préparer, qui est jeune journaliste, qui nous aide à préparer cette émission, et je voudrais la remercier. Merci Philippe. Mais elle fume, je vais m'en occuper. Elle a bien reçu son message, vous inquiétez pas, elle l'a reçu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Et vous êtes les bienvenus, les auditeurs de Sud Radio. Vous intervenez sur le compte X. Il y a les questions très importantes qu'on vous a posées. Vous pouvez intervenir aussi à l'antenne. Nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Abel Boilly, Madi Saïdi. C'est passionné. En plus, on est à la veille d'un match qui attire l'attention. PSG Inter Milan. Voilà, donc il y a tout ça. Dans un instant, le procureur va faire son réquisitoire, mais nous parlerons aussi des 3 infos du jour avec vous, Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. On va y revenir à cette veille de finale de Ligue des Champions PSG Inter de Milan à Munich demain soir. D'Emmanuel Macron aussi, qui appelle ses alliés occidentaux à ne pas abandonner Gaza, ne pas laisser faire Israël sous peine de perdre leur crédibilité. Il l'a dit cet après-midi à Singapour. Et puis de cette statistique, la moitié de l'humanité a subi l'année écoulée un mois de chaleur extrême supplémentaire par rapport à la normale à cause du réchauffement climatique. En 3 mots, finale, crédibilité et réchauffement. On se retrouve très très vite après le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Alors là, Philippe, vous touchez à mon autre métier, celui qui m'a occupé pendant plus de 20 ans, celui des commentateurs sportifs. Alors, je vous laisse évoquer ce de Roland-Garros. J'ai connu une époque où je regardais la télévision comme aujourd'hui, mais où il n'y avait qu'un commentateur. Léon et Zitrone. au moins, pour le foot comme pour le rugby, et au fond, cette période est totalement révolue, comme si en réalité, il fallait éviter que l'unique commentateur s'ennuie. On en met parfois 2, voire 3, l'un au bord du terrain au foot, Roland Garros. Ce qui m'est insupportable, pour reprendre Frédéric, mon sujet véritable, ce sont les commentateurs qui, au lieu de laisser parler les images, nous assènent des commentaires, notamment au tennis, durant les échanges. Hier, on a vu le magnifique match quand on n'avait pas à travailler comme moi, d'Arthur Fils, qui a gagné au 5e set dans la douleur. Eh bien, Justine Hénin n'a pas cessé de parler
parler, alors que c'était pas compliqué. On attendait la fin des échanges et on disait ce qu'on pensait, à supposer que les commentaires soient fulgurants d'originalité. Parce que les gens qui regardent la télévision en cyclisme, en foot, en rugby ou que sais-je encore, ne sont pas des gens totalement ignorants de l'activité sportive. On n'a pas besoin de leur asséner des poncifs. Ils regardent les images. Je ne supporte plus les commentateurs en nombre dans les activités sportives. Bon, alors Philippe, modestement, je vous réponds en tant que commentateur. On a réussi à trouver, c'est très très intéressant comme d'habitude, ce que vous dites, mais il faut trouver le bon duo. Le bon duo. Alors, dans le temps, en tennis, il y avait Hervé Dutu, Jean-Paul Lotte. Très mauvais. Voilà. Très mauvais. Jean-Paul Lotte se prenait pour un professeur. Il était ennuyeux comme la pluie. Alors, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre celui qui met la vie, le commentateur, tout en connaissant, parce qu'il est journaliste, et celui qui apporte une expertise, le consultant. Et souvent, c'est vrai qu'il y a des consultants qui veulent se prendre pour des commentateurs et vice-versa. Et vice-versa. Et je pense que c'est ce que vous ressentez. En matière de foot, regardez, il y a un duo catastrophique. Christian, en foot, là. Christian Jean-Pierre sur Being. Non, tu sais, Being. Sur Bein Sport. Christophe Josse. Avec le malheureux Bravo. Daniel Bravo et Christophe Josse. Mais ils sont nuls, ces deux-là. Aïe. Je vous salue, c'est des copains, pardon. Daniel Bravo, il était un bon joueur. Mais il apporte rigoureusement rien, quoi. Bon, il a une expertise. Ah, bon, moi j'ai commenté avec lui parce que j'ai fait une partie de foot. C'est vrai que, alors, du coup, il parle beaucoup. Donc, quand il y a des commentateurs comme moi qui parlent beaucoup aussi, c'est vrai qu'on peut se télescoper. Bon, vous en pensez quoi, Madi? Le rôle du commentateur sportif dans l'événement du sport, c'est important. Oui, c'est important, effectivement, mais je crois qu'aussi, il faut aussi laisser les téléspectateurs entendre, savourer le jeu. Voilà, donc je pense qu'il y a un moment où on commente, il y a un moment où le journaliste prend la parole. Il faut aussi laisser un moment où ceux qui sont derrière leur écran, qui puissent aussi savourer le jeu sans qu'il y ait des commentaires un petit peu... Abel Boilly. Après là, on est toujours dans la subjectivité. Moi, au contraire, je suis très content de ce déploiement qui permet une plus grande immersion. On aime savoir ce qui se passe dans les vestiaires. On aime savoir ce qui se passe sur le bord du terrain parce que ça permet aussi de casser un mythe, ça permet de casser certains mystères. Pour moi, ça permet une plus grande immersion. Après, oui, il y a des très bons commentateurs comme il y en a des très mauvais, comme partout. Mais moi, j'aime cette ambiance. Moi, je kiffe la team Dada sur Bein Sport. Quand je regarde la Liga, par exemple, quand je regarde les matchs du Barça, du Real Madrid, j'aime entendre ces cris, j'aime entendre leur chant, j'aime entendre la joie qu'ils apportent. Et donc, ça me Benjamin donne... Da Silva et Omar Da Fonseca, exactement. Voilà. Donc voilà. Oui, mais Abel, d'abord, je rejoins ce qu'a dit Madi. C'est vrai que par moments, les commentaires sont tellement surabondants qu'on ne peut plus regarder mais par le match. contre, sur Laurent Garros, je serais plus mesuré parce que ce ne sont pas tous les commentateurs qui pratiquement tous. Non, Si. pas tous, Abel, pas tous. Abel, franchement. Surtout vous quand avez vous avez évoqué, des échanges qui sont Vous longs. pourrez me contredire sur des échanges dérisoires tout à l'heure. Ça, c'est capital. Je suis aussi Roland. J'ai pas vu le match d'hier, par contre. Mais vous parlez d'un match. Vous ne pouvez pas dire que dans tous les matchs, quand vous avez des longs échanges, ça commente. Il y a un silence qui se fait. Je l'ai dit au les gars échanges ultra sympa, un ami, Lulia, mais il me dit, je peux rien faire. Je peux rien faire. Après, c'est de la subjectivité. Peut-être sur Justine Hénin, c'est vrai qu'elle explique beaucoup et que, à partir du moment où il y a télescopage des deux commentateurs, c'est que quelque part l'un des deux parle trop. Et c'est vrai que Judith Hénin parle beaucoup. Et je ne parle pas du lamentable français des commentateurs. Vous qui êtes très sensible, qui avez une culture considérable, Abel. Quel honneur. Non, mais sérieusement, j'ai proposé des cours gratuits. Mais c'est... incroyable. Moi j'ai un problème avec une chose et je le dis parce que je donne aussi des cours aux jeunes journalistes, puisque j'ai fait mon temps aussi un peu, mais l'utilisation du on est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des phrases par le on. Il y a un élément comme où je s'ils rejoins avaient peur Philippe. de conjuguer un verbe. Il y a un élément où je rejoins Philippe, c'est qu'avant les commentateurs savaient mieux gérer la limite entre le commentateur et le supporter, en fait. C'est vrai que des fois, on peut se retrouver dans un emballement où on se dit que, même si tu supportes l'équipe française parce que tu es français, mais reste professionnel quand même. Ça, on peut le ressentir avec certains. Pour ne pas parler de la dégradation des publics, mais ça, c'est autre chose. On se retrouvera pour le sport dans le reste de l'émission. C'est un peu la tendance des vraies voix de ce vendredi de pont de l'Ascension. Tout de suite, les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio.
Félix Mathieu, vos 3 mots dans l'actu, donc finale, crédibilité et réchauffement. La veille du grand soir peut-être pour le PSG, les Parisiens veulent y croire cette fois à la victoire en finale de Ligue des Champions demain soir à Munich face à l'Inter de Milan. Si les Occidentaux abandonnent Gaza et laissent faire Israël, ils risquent de perdre toute crédibilité à l'égard du reste du monde. Déclaration signée Emmanuel Macron cet après-midi à Singapour. Et puis la moitié de l'humanité a connu depuis un an un mois de chaleur extrême supplémentaire par rapport à la normale, résultat d'une nouvelle étude sur le réchauffement climatique. Les vraies voix Sud Radio. Le PSG va-t-il enfin le décrocher, son sacre sur le toit de l'Europe? Toute la France s'apprête à vibrer pour le club de la capitale demain soir. Enfin, toute la France, non, je m'emballe un peu, peut-être pas non plus. Beaucoup d'irréductibles croisent les doigts et serrent les dents pour que ça ne passe pas, par exemple à l'ombre de la bonne mère. On vend les maillots de l'Inter Milan, on était en rupture de stock jusqu'à hier, on en a reçu. Moi je vais tout couper, les réseaux, tout. Non, je peux pas, j'arrive pas. On a bien barré le maillot de Paris, on a mis du ruban de partout pour vraiment jouer le jeu du chambrage, mais il faut se l'avouer que même hier, il y a des clients qui sont venus prendre le maillot du PSG quand même. Hein. Mais bizarrement, c'est pas le mari qui est venu, c'est le mari qui a envoyé sa femme. L'Inter, ils vont gagner la finale. On ira faire la fête sur le Vieux-Port. Se rappeler, les voitures, les enfants sur la voiture. Faut les embêter un peu, quoi. Ah, s'ils gagnent, par contre, là, je prendrai de Doliprane parce que c'est la catastrophe. C'est une question d'année pour qu'il la gagne, mais bon, on va quand même croiser les doigts que ce soit pas pour cette année. Que le meilleur gagne. Si Paris Saint-Germain gagne, c'est bien pour la France. Et si l'Inter gagne, c'est bien pour Marseille. Des supporters, des vendeurs marseillais au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Oui, c'est vrai. Si les Marseillais veulent être en Ligue des Champions plus régulièrement, en ayant marqué des points de la victoire, ils auront plus de place aussi. Voilà. D'ailleurs, l'ambiance est un peu plus enthousiaste, évidemment, à l'ombre cette fois de la Tour Eiffel. Et moi, depuis petit, mon père m'a toujours dit PSG, Parc des Princes. C'est Parc des Princes tous les week-ends, c'est obligatoire. Ça veut dire là, le 31, ça va être un jour exceptionnel. Faut que ce soit le plus beau jour de ma vie là, parce que dans tous les cas, on va gagner. Je suis serein, je connais mon équipe. Hein. Il y a eu trop d'événements qui m'ont mis les larmes. Et là, je veux vraiment des larmes de joie. C'est l'objectif ultime pour mon club. Moi, PSG à fond, c'est trop un truc de ouf, les émotions qu'il m'apporte. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Des supporters de la capitale au micro de Paula Boer pour Sud Radio. La finale PSG Inter de Milan à Munich en Ligue des Champions, c'est donc demain soir 21h. Un dispositif massif de 5400 policiers et gendarmes sera déployé à Paris et dans son agglomération, annonce la préfecture de police. Thème sur lequel nous revenons à 18h40 avec les vraies voix, c'est le thème du coup de projecteur. Deuxième mot, crédibilité. Terme employé par Emmanuel Macron à Singapour où il a pris parti pour les habitants de Gaza. Le chef de l'État s'exprimait tout à l'heure lors d'un forum consacré à la défense à Singapour et après ses propos sur la reconnaissance d'un État palestinien, ça sera le grand débat des vraies voix dans un instant. Eh bien, le chef de l'État appelle aussi les Occidentaux à ne pas abandonner l'enclave palestinienne et ses habitants affamés. If we abandon Gaza, if we consider there is a free path for Israel, even if we do condemn the terrorist attacks, we kill our own credibility. Si nous abandonnons Gaza, si nous considérons que la voie est libre pour Israël, même si nous condamnons les attaques terroristes, nous perdons notre propre crédibilité dans le reste du monde. C'est pourquoi nous rejetons la politique du deux poids deux mesures et c'est pourquoi je pense qu'il est très important dans le contexte actuel d'être cohérent, de suivre nos principes, nos règles, de considérer que ce qui est en jeu, c'est clairement l'ordre mondial. Ce qui est en jeu, c'est notre crédibilité dans la protection de cet ordre mondial. Emmanuel Macron qui appelle plus largement à bâtir de nouvelles alliances basé sur le droit, à refuser le règne de la force des superpuissances. Il évoque le défi de pays révisionnistes qui, selon lui, veulent imposer au nom de leur sphère d'influence des sphères de coercition. En tout cas, suite à ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères vient d'accuser Emmanuel Macron d'être, je le cite, en croisade contre l'État juif. On en reparle, vous l'avez dit, dans un instant. C'est notre grand débat à 17h30. Troisième mot, réchauffement, avec cette statistique impressionnante dévoilée par une étude parue aujourd'hui. La moitié de l'humanité a subi l'année écoulée un mois de chaleur extrême supplémentaire par rapport à la normale à cause du réchauffement climatique. C'est la conclusion des scientifiques de la World Weather Attribution, de Climate Central et du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils comptabilisent pas moins de 67 épisodes de chaleur extrême dans le monde depuis mai 2024. Illustration concrète de ce réchauffement, ce village suisse de Blatten presque entièrement enseveli par l'effondrement d'un glacier. On en parlait ici même hier. Un phénomène lié sans aucun doute possible au réchauffement climatique, nous dit Pascal Sancho, guide de haute montagne et ancien secouriste. Ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur. De tout temps, il y a eu une partie du glacier qui glisse
passé, il y a eu des chutes de pierres, mais aujourd'hui, on est passé à des glaciers entiers, des pans de montagne qui tombent. On est rentré dans une dimension assez impressionnante. On va penser au réchauffement et c'est pas une erreur d'y penser. Il y a une fonte importante en ce moment, des températures très élevées. Il est bien probable que ça soit un facteur déclenchant, mais elles peuvent être aussi géologiques et morphologiques suivant la forme du terrain. Mais il est clair que le réchauffement climatique est à l'origine aujourd'hui de séismes auxquels on n'était pas confrontés il y a ne serait-ce que 10, 20 ans. Pascal Sancho, guide de haute montagne, ancien secouriste et auteur aussi du livre S'élever ensemble, paru chez Mareuil Édition. Il était joint par Clément Barguin pour Sud Radio. Eh bien, merci Félix Mathieu pour vos 3 mots de l'actu. Vous revenez tout à l'heure, bien sûr, tout au long de cette émission. Vous êtes, vous aussi, un de nos incontournables. Dans un instant, donc, nous venons de vous le dire, l'actualité concernant le conflit à Gaza avec le président Emmanuel Macron, donc, qui s'est exprimé ce matin lors d'une conférence de presse à Singapour. Donc, le président français exprime une position tranchée, je cite, « La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique ». Nous vous proposons de répondre à cette question sur le compte X de Sud Radio. Je vous donne le résultat de la petite consultation dans un instant. La question est, comme Emmanuel Macron, pensez-vous que la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral? Vous pouvez aussi intervenir à l'antenne au 0826 300 300. Nous nous appuierons sur notre grand témoin, David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir David Rigolet-Rose. Petite question juste avant d'entrer dans le débat et avant la publicité, mais la déclaration d'Emmanuel Macron peut-elle avoir une incidence sur l'évolution du conflit? Alors on va brancher votre micro aussi surtout, voilà. Allez, vas-y. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle suscite des réactions épidermiques. Oui, on l'a entendu notamment avec celle d'Israël. À tout de suite avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est un moment stratégique, 17h30, les vraies voix sur Sud Radio. Il n'y a pas de pont, vous l'avez compris, sauf pour Cécile de Minibus et Philippe David, qu'on salue évidemment. Donc pour les autres, on y reste avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, ancien magistrat honoraire. Abel Boilly, président de FR Tous Uniques, Tous Unis. Madi Seidi, communicante et auteur de Française venue d'ailleurs. Ils sont tous là pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le conflit déclenche d'immenses tensions, y compris sur le territoire français. Les Américains restent sur un nouvel échec dans leur proposition de cesser le feu. Israël et le Hamas semblent hermétiques à tout accord sur l'avenir de Gaza. Ce matin, dans le cadre de sa visite dans le sud-est asiatique, le président Macron s'est essayé à une énième tentative d'apaisement en appelant à la reconnaissance d'un État palestinien le plus rapidement possible. Nous vous posons la question, allez sur le compte X de Sud Radio tout de suite, répondez à cette question comme Emmanuel Macron. Pensez-vous que la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral? Pour l'instant, vous dites non à 71%. Je précise que j'étais pas obligé de mettre comme Emmanuel Macron. Vous pouvez penser différemment d'Emmanuel Macron, mais au moins la même chose sur le... Voilà, petit clin d'œil évidemment, parce que vous m'aurez compris que... Certains sont plutôt anti-Macron. Donc on est bien sûr sur la question du devoir moral. David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, est donc avec nous. Cher David, merci d'être avec nous. Je vous propose donc d'écouter tout d'abord Emmanuel Macron. Ce matin, depuis Singapour, il justifie sa vision sur la reconnaissance d'un État palestinien qui n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Philippe Bilger. Alors, bien sûr, il y a la barbarie du 7 octobre, incontestable et terrible. Je ne méconnais pas non plus la responsabilité du Hamas dans une manière dont ils ont tout fait pour que parfois il y ait confusion entre les victimes et les militants ou les miliciens, si j'ose ce terme. Je sais que le Hamas a
tout fait pour que des victimes soient touchées alors qu'elles auraient pu ne pas l'être si on les avait pas dissimulées dans des endroits où naturellement Israël n'aurait pas songé à bombarder. Mais une fois que j'ai dit cela, j'avoue que je trouve que la politique du président Macron dans le domaine international et notamment à l'égard d'Israël, me semble-t-il, est relativement irréprochable. Je veux dire par là que je ne crois pas, mais avec beaucoup de modestie, qu'il soit pertinent de parler de devoir moral à propos d'une situation internationale intolérable, insupportable et qu'on imagine aujourd'hui insoluble. En revanche, je crois, avec mes ignorances et mes limites, que c'est en effet une exigence politique, parce que je ne vois pas d'autre solution à court terme, éliminons cela, à moyen ou à long terme, que la reconnaissance d'un État palestinien dont l'existence devra être imposée, me semble-t-il, à l'État d'Israël. David Rigoulet-Rose, une fois très bien rappelé finalement par Philippe Bilger, vous nous l'avez dit, les conséquences de la déclaration du président sont assez importantes, on l'a dit, hein, Israël notamment s'est insurgé. Ça a une vraie portée ce qu'il a dit ce matin ? Oui, alors c'est pas totalement une surprise. D'abord, ça renvoie à une position française traditionnelle d'équilibre, de manière générale, simplement qui est particulièrement difficile dans le contexte actuel. C'est une évidence par rapport à des décennies précédentes. Mais le 28 mai 2024, il avait évoqué cette possibilité en disant que la France était totalement prête à reconnaître un État, que c'était pas un sujet tabou. Je cite sa déclaration à l'époque, mais que ça devrait venir à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion. Et c'est là. Est-ce que c'était utile maintenant ? Alors justement, là, il se trouve que le contexte a considérablement évolué parce que on arrive à 600 jours de guerre. La situation à Gaza est une catastrophe absolue qui est reconnue effectivement et qui suscite d'innombrables réactions. Et il se trouve qu'il y a une réunion qui est prévue avec le binôme franco-saoudien à l'ONU, avec la perspective éventuelle justement d'une annonce sur la reconnaissance, comme s'il considérait que c'était le moment, apparemment, de son point de vue, le moment utile et opportun pour envisager cette reconnaissance, en sachant que c'est pas anodin dans la mesure où la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, c'est pas évidemment comme si un autre pays européen annonçait la reconnaissance. Ça a une portée différente et ça explique d'ailleurs, pour partie, voire largement, les réactions parfois violentes que ça a impliqué du côté israélien, notamment de Gideon Sa'ar, qui a évoqué l'esprit de croisade, avec on va dire une référence douteuse à un passé lointain, et puis effectivement l'idée d'associer cette reconnaissance qui viendrait comme une récompense, je cite entre guillemets, à ce qui s'est passé, alors qu'évidemment le président Macron veut articuler à la fois une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien avec justement une normalisation de l'ensemble des autres pays, justement, pour élaborer une sécurité régionale. Bon, alors, le tour de la table, on va évidemment confronter vos points de vue. Mehdi Saïdi, devoir moral, en tout cas, l'idée de la reconnaissance d'un État palestinien, est-ce que finalement, c'est pas le bon sens ? Alors si c'est un devoir moral, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me méfie à chaque fois qu'on pose sur la table de problèmes politiques la question de la morale. Après, effectivement, je crois que cette situation dure depuis très longtemps. Alors, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut une situation, en tout cas, il faut régler la situation et qu'il y ait une solution à deux États. Néanmoins, je crois qu'il y a une réflexion, en tout cas moi ce qui m'interroge c'est la question du timing. Est-ce que le timing est bon aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont réunies? Alors évidemment le président a cité pas mal de conditions, notamment la libération des otages, le fait que l'État soit reconnu par Israël mais que la Palestine aussi reconnaisse l'État d'Israël. Israël est d'ailleurs prêt à un échange. S'il y a le retour des otages, eux libéreraient aussi des prisonniers. Ouais. Absolument. Moi, vraiment, ce qui me questionne, c'est la question du timing. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des relations internationales, notamment au Moyen-Orient, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment de parler de reconnaissance de l'État de la Palestine, d'autant plus que là, dernièrement, je crois qu'il y a eu une proposition de la part des Américains de cesser le feu. Et ça a échoué. Ça a échoué, effectivement. Alors, avant de venir vers nous, Abel Boilly, mais on est bien d'accord que
David Rigolet-Rose, le président Macron essaye aussi d'exister sur la scène internationale. C'est toujours la limite. Oui, mais là, ça dépasse c'est pas une posture uniquement instrumentalisation personnelle. Je veux dire, il y a des vrais enjeux. On l'a vu à la fois sur l'Ukraine et sur Gaza. En l'occurrence, parce qu'il y a la prise de conscience qu'il y a des attendus à long terme par rapport à la stabilité du droit international, notamment dans les deux cas d'ailleurs, et que évidemment ça impose effectivement de se positionner dans une situation qui est tout sauf aisée, et donc il prend des risques d'une certaine manière quand même, parce que il sait que ça va susciter les réactions commencent déjà, et puis il y a un positionnement aussi par rapport aux Américains, parce qu'il souhaiterait entraîner les Américains en fait dans une démarche justement associée à son projet avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite est un pays pivot justement pour éventuellement justement articuler et qui d'ailleurs joue un rôle de médiateur non négligeable, majeur. Les répercussions alors on parle évidemment de la déclaration du président Abel Boilly et des répercussions avec David Rigolet-Rose sur l'ensemble de la planète, déclaration qui en revanche dans la vie française là aussi a des répercussions, c'est pas anodin. Mais la complexité de la situation fait que quel que soit le timing, il y a un risque d'arriver à une certaine confusion, parce que vous avez les personnes qui militent depuis le départ pour l'arrêt de la guerre et la solution à 2 États, qui vont dire que mais regardez l'état de Gaza aujourd'hui, on l'avait annoncé depuis. Et puis vous avez effectivement du côté israélien de certains politiques, parce qu'il ne faut pas croire que tous les juifs sont pro-Netanyahou ou que tous les politiques israéliens avancent dans le même sens. Ils avaient l'impression d'avoir le soutien de la communauté internationale et le soutien de la France, et ils vivent cela comme une trahison. Donc en réalité, c'est extrêmement compliqué, la question du timing, mais je pense qu'il faut trancher au bout d'un moment. L'enjeu sur cette part du monde qui représente un petit peu cette plateforme entre l'Occident et l'Asie doit être tranché assez rapidement, et je pense qu'il faut le faire. Maintenant, je ne suis pas étonné le fait que vous ayez près de 80% de vos auditeurs. Alors ça baisse un peu, là, 69 maintenant. 69%. Parce que quand on dit devoir moral, il faut se mettre à la place du Français de tous les jours qui a déjà ses dettes. Et Madil l'a très bien dit, dès qu'on parle de morale, c'est particulier. Exactement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un Français qui s'engage sur la question de la morale s'engage dans ses convictions. Or, vous avez beaucoup de Français qui ne veulent pas de l'importation des conflits étrangers sur leur territoire, parce qu'ils sont déjà en difficulté quant à leur quotidien. Donc je pense néanmoins qu'Emmanuel Macron a raison de prendre ce risque, et pourtant je suis très critique sur le président actuellement, mais il faut tenter quelque chose parce que la situation ne peut plus durer évidemment. Alors vous continuez de réagir sur le compte X de Sud Radio, également au 0826 300 300. Xavier, qui est notre auditeur fil rouge, donc est avec nous. Bon Xavier, c'est une question sur laquelle finalement nous Français on hésite même à parler au quotidien, parce qu'il y a une telle tension sur le territoire. Est-ce que ce que dit le président de la République va faire avancer les choses pour vous, Xavier ? Oui, je pense effectivement qu'Emmanuel Macron a tout à fait raison d'accélérer le tempo sur la reconnaissance de la Palestine. Faut rappeler quand même qu'il y a 140 pays sur les 193 de l'ONU qui ont déjà reconnu la Palestine, que la France défend la solution à 2 États, que cette solution à 2 États nécessite la reconnaissance de l'État de Palestine. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut rappeler que ça fait quasiment 100 ans que la solution à 2 États, elle est évoquée par les institutions internationales. Ça a commencé en 1937 avec la commission Peel, ça s'est suivi en 1947 avec la résolution 181. Donc en fait, c'est un problème qui est de très long terme, qui est très compliqué, mais à un moment donné, il faut, si on veut, pour le bien du peuple juif, pour le bien d'Israël, en fait, il va falloir taper du poing sur la table et reconnaître l'État de Palestine, parce qu'on a affaire en réalité à un gouvernement complètement fanatique. Netanyahou s'est mis dans la main des suprémacistes juifs d'extrême droite qui veulent en fait anéantir le peuple palestinien. Je parle notamment de Ben Gvir et de Smotrich. Tout est public, ces hommes-là parlent publiquement de chasser tous les Palestiniens et de récupérer le territoire palestinien. Donc oui, la France a tout à fait raison. Et vous savez, moi aussi, je terminerai là-dessus, je suis pas du tout fan d'Emmanuel Macron, c'est pas mon camp politique, mais si on peut mettre quelque chose à son crédit sur ces 2 mandats, ce sera quelque chose qui sera mis à son crédit, c'est certain, dans l'histoire de la vie politique française, comme ça a été le cas en 2003, quand la France s'est opposée aux États-Unis sur la guerre en Irak. Bon, Xavier, alors vous êtes en plus très documenté sur le sujet, on va confronter ce que vous venez de dire à notre spécialiste, David Rigolet-Rose.
je le rappelle, un chercheur associé à l'IRIS et puis rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est vrai, bon, il y a beaucoup de bon sens dans ce que dit Xavier, qui aujourd'hui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait deux États hormis Israël, parce que tout le monde y trouverait un peu plus de calme, non? Alors, c'est quand même très compliqué comme situation, parce qu'il s'est produit le 7 octobre. Et donc aujourd'hui, effectivement, la dynamique mise en œuvre par le gouvernement, c'est une dynamique clairement liée à ces deux ministres d'extrême droite qui permettent à Netanyahou de faire coller son agenda personnel avec l'agenda de son pays. Et il n'est pas représentatif forcément des aspirations de son pays. Mais en même temps, quand les sondages, et c'est ça qui est préoccupant pour ce qu'on appelle le jour d'après, une perspective, puisque la question d'un État palestinien, c'est un horizon politique qui fait défaut aujourd'hui, mais parce qu'il a été effectivement rendu, il y a eu une obstruction du fait du Hamas. Mais quand on fait un sondage de la population israélienne, compte tenu de ce qui s'est passé, les Israéliens aujourd'hui, aux 2/3, sont pas prêts à envisager justement la solution à deux États. Par peur ? Bah oui. Ouais. Et c'est le problème, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement une dynamique interne aussi qui permette de lancer des négociations et d'offrir un horizon politique qui aujourd'hui est, il faut le dire, totalement bouché. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la déclaration du président, c'est qu'il a ajouté avec exigence politique, et je crois aussi avec un vrai réalisme. Philippe Bilger, dans cette phrase devoir moral et exigence politique, est-ce qu'au fond Israël n'est pas plus blessé en tant que nation par devoir moral ? Probablement, parce que justement depuis le début, il est fait mention d'une guerre morale, notamment de la part du Premier ministre, ce qui manque pas de sel au regard de son parcours personnel. Mais effectivement, le devoir moral fait référence aux attendus des accords d'Oslo, qui n'ont pas pu aboutir. Et puis aujourd'hui, l'exigence politique, c'est compte tenu du caractère urgent de la situation qui prévaut. Et ce qui est intéressant, c'est le réalisme, parce que c'est réaliste sur le plan intellectuel, mais concrètement, le paradoxe, c'est que concrètement, c'est extrêmement difficile et de plus en plus difficile à envisager. Mehdi Saïdi, la position d'Israël, on la comprend aussi, hein, finalement. Oui, alors, voilà, le micro. On la comprend aussi, évidemment. Et puis, comme ça a été dit, le 7 octobre est encore très frais dans la tête des Israéliens. D'autant plus qu'il y a encore des otages qui sont parvenus. Je crois qu'il en reste de mémoire 58. Donc, je crois que c'est encore très frais dans leur tête. Et on peut comprendre qu'ils se braquent sur la question. Abel Boilly. Il y a l'intérêt des Israéliens, mais il y a l'intérêt des Palestiniens aussi, qui sont pris en otage par le Hamas, justement, avec un gouvernement israélien et notamment M. Netanyahou, qui a eu une position ambiguë vis-à-vis du Hamas, parce qu'il a participé à son financement à une certaine époque pour déstabiliser Mahmoud Abbas, alors président de la Cisjordanie. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée, mais je réitère le fait qu'il faut passer le pas, il faut prendre le risque. Maintenant, effectivement, on va vers l'inconnu, parce que lorsque l'on voit l'état de la bande de Gaza, c'est une catastrophe humanitaire, humain. On sait que voilà, les femmes et les enfants ont été utilisés comme boucliers humains, c'est extrêmement compliqué. Mais soit on laisse la situation continuer de pourrir avec encore plus de victimes, soit on essaie de faire quelque chose, et la France a tout intérêt à montrer un peu de courage sur ce dossier. Alors à vous la conclusion, David Rigoulet-Rose, qui finalement a la clé? Est-ce que quelqu'un peut avoir la clé pour la fin de ce conflit? Personne n'a la clé qui ouvrira la porte miraculeusement, même si on est dans une région de miracles. Mais en même temps, il y a des réalités qui sont incontournables, et c'est ça qu'on bute sur ces réalités à chaque fois. Et on bute d'autant plus aujourd'hui que la situation apparaît totalement inextricable. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose de nous avoir éclairé. Bon, effectivement, vaste sujet. Dans un instant, on va retrouver notre auditeur Xavier, qu'on a gardé au standard parce qu'il va jouer. On va se détendre, vous savez, le fameux quiz musical. On fait le pont, je vous amène mes musiques, on est là. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Bon, si vous nous rejoignez à cette heure-là, en général, vous savez que c'est détente. C'est détente et sympa avec, en ce qui me concerne, quand je vous retrouve pour les journées un peu détentes, musique, Philippe. Musique. Tour des airs très connus. Il est ravi, là. Je suis les foudres de Philippe Bilger sur mes choix. Alors, on envoie le petit jingle, allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Alors, Xavier est avec nous, notre auditeur depuis Bordeaux. Xavier, vous savez que vous allez faire équipe soit avec Philippe Bilger, soit avec Abel Boilly, soit avec Madi Saidi. Nous aurons donc, comme à Roland-Garros, un double, face à face un double. Chaque double jouera son tour. Il faudra trouver à chaque fois l'interprète de la chanson. Le thème, allez, Paris va jouer demain la finale. Le thème, ça sera Paris, les chansons sur Paris. Alors, Xavier, qui choisissez-vous? Alors, je vais choisir le grand et le fameux procureur Philippe Bilger. Ah oui, mais alors, Xavier, vous m'honorez, mais je crains que vous perdiez. C'est pas sûr. Hein. Alors, à Paris, c'est quand même, cher Philippe, vous me fustigez, mais parce que vous m'aimez, je le sais. Parce que vous avez des mélodies que personne ne connaît. Voilà. Mais je me demande même si vous les avez pas composées. Mais c'est possible. C'est possible. Mais quand même, ça fait 2 fois que l'auditeur vous choisit en pensant que vous êtes une valeur sûre sur le jeu. Donc, les courses désespérées sont les plus belles. Bon, d'accord. Donc, Madi et Abel ensemble face à Philippe et Xavier. Voici le premier extrait. Il est pour l'équipe, donc auditeur, Philippe et Xavier. Seulement vous répondez. C'est parti. Paris, combien Paris? C'est... Ils m'entendent. Ouais. Ah non. Marc Lavoine ou... oui, mais c'est dommage. Non, désolé. Ah oui, parce que j'aurais dû laisser parler c'est pas grave, mais c'est bon. Ah non, c'est pas bon. La réponse sur la même C'est chose. bien Marc Lavoine. C'est bien Marc Vous avez dit Yves Montand. Mais il l'a pas dit. Mais si, il a dit Non, il voulait plaisanter. Vous pouvez nous faire la passe décisive. pas plaisanter. Alors stop. Donc je ne peux pas donner le point. Je ne peux pas donner le point. Mais pourquoi Vous êtes très dur. Mais c'était un essai, là. Il se chauffait. Mais non, mais là, il faut nous laisser la musique et il faut nous Xavier, laisser vous répondre. allez avoir avec Philippe l'occasion de vous reprendre, même si en général le premier extrait c'est le plus simple. Donc voici le plus simple aussi pour vous, Madi et Abel, qui chantent ça. J'ai deux amours. Joséphine Baker. Joséphine Baker. Heureusement qu'il est là. Tu avais pas dit quelque chose, Madi? Non, moi j'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Je me dis au secours de moi. Xavier, attendez, parce que Xavier nous dit quelque chose. Qu'est-ce que vous dites, Xavier? C'est Miss Tinguette ou Edith Piaf, un des deux. Non, c'est Joséphine Baker. C'est Joséphine Baker. Oh là là, je suis nul. Non, pas du tout. Mais Abel avait donné. Bon, alors maintenant c'est à vous. Vous, Xavier et Philippe Bilger, vous allez pouvoir répondre. Et là, je ne donne pas cher des chances de Philippe. Donc Xavier, si vous n'avez pas la réponse, je pense que vous aurez du mal à trouver. Qui chante? J'attends que Philippe réponde. Pas sûr sur ce coup-là. Je vous laisse écouter. Quel est le groupe? Je vous aide. Quel est le groupe qui chante ça? Gens soumis, plus personne pour hurler la nuit. C'est quoi ça? Ce vieux clochard sous Pont-Marie, dans la ruyère. Je vais tenter, alors Philippe, je vais tenter, je sais pas, les ogres de Barbac. C'est pas loin, c'est dans l'esprit. C'est la Mano Negra. La Mano. Ah oui, je connais. Eh oui, il est difficile celui-là. Il est difficile, oui. Alors un autre difficile, mais cette fois-ci pour Madi et pour Abel. Qui chante ça? Que le monde entier m'acclame, qui nous déclare sa flamme. Je vais me jeter à l'eau. Dans une orgie au regard. C'est ça de reconnaître. C'est pas Benjamin Biolay. C'est Benjamin Biolay, mais trop la classe. Reconnu à la voix. Mais trop la classe. J'ai reconnu à la voix. Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Il y avait une limite de temps, non? Ah bon, c'est une nouvelle règle. Il était plus reconnaissable dans la voix grave. Mathématiquement, Xavier et Philippe, c'est encore possible. Ah bon? C'est encore possible. Parce que je rappelle que si vous ne répondez pas, écoutez bien, Philippe, si vous ne répondez pas, l'autre équipe peut répondre. Et vous avez remarqué que quand vous n'avez pas répondu, j'ai pas sollicité en face. Surtout, continuez à nous donner des airs bien populaires. Alors là, en revanche, Philippe, je pense que vous connaissez, et vous aussi peut-être Xavier, qui chante ça? Voilé le soir, l'air réverbère, plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sera Philippe. Paris. C'est Ouvrard, non? Moi je dirais Trenet, non? Non, mais mauvaise réponse. Mais non, mais ça y est, le Marc. Alors non, alors vous dites qui en face, Abel et Madi? Moi je ne dis rien. Albert Préjean. Toujours Paris. Ça s'écoute sur un cheval. Mais oui, j'ai envie de vous le donner, Philippe. Mais vous avez donné une mauvaise réponse. Écoutez bien. On a 2 points en plus. Voilà, écoutez bien.
Écoutez bien. Favoritisme. Oui, favoritisme volontaire parce que Philippe et Xavier méritaient quand même quelque part. Mais déjà, maintenant, et tout à l'heure, on a été floué. Ça, c'est de la Madi corruption. et Abel qui chantent. Écoutez. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Bah, c'est le montant, là. C'est le montant. Eh oui, vous avez gagné. Au revoir. Au revoir. Quand on triche, Vous on perd. avez plus le temps par Moi, je suis Victoire d'Abel et de Madi. Désolé Xavier. Voilà. Désolé. Chut, calmez-vous. Merci pour le plaisir Xavier. Ce jeu est passionnant et déclenche les passions. Dans un instant, l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Nous sommes de retour avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. On dit tout le temps, si j'étais un animal, quel animal je serais? Vous êtes posé la question déjà, Philippe Bilger, non? J'aimerais bien être une panthère. Ah, c'est pas vrai. Mais vous avez un côté panthère. Mais c'est contraire dans la vie. Je ne triche jamais. Je suis très calme. Eh bien. Avec nous également Abel Boyi, président de FR Tous Unis. Quel animal vous seriez, vous? Un lion ou un aigle? Oui, modestement, le roi des animaux, machin. Voilà. Et Madi Saïdi qui est avec nous. Madi, vous seriez? Une panthère. Une panthère, ça fait deux panthères. Absolument, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Eh bien moi je serais un singe parce que j'adore les singes. C'est mon animal. Sympa. Ouais. En plus de mon petit chien Lenny que j'adore. Mais adorable le chimpanzé. C'est vrai. Voilà. Les chimpanzés j'adore. Moi j'ai toujours voulu avoir un singe comme animal de compagnie. Et ben voilà. Bon, alors sur ces conditions, sur ces considérations très importantes, nous filons au 0826 300 300. Réaction d'un auditeur sur les thèmes de l'actualité. Vous pouvez y aller chaque jour. Écoutons. Oui, Loïc, à côté de Toulouse, je réagissais à ce qui vient d'être dit, notamment Jean Dorido. Effectivement, il y a peut-être une gabegie de l'argent public, notamment dans le transport sanitaire, mais il va falloir se poser la question, qui prescrit? Ce sont les médecins. Qui met les médecins en responsabilité? Personne. Les taxis ne sont pas responsables de la désorganisation ou de la mauvaise organisation des services hospitaliers. Donc il y a un moment, si la CNAM veut effectivement faire des recherches et faire des économies, parce que c'est de ça dont il s'agit, il serait peut-être bon de regarder, les prescriptions des médecins, et puis ce qui se passe aussi dans les pharmacies, notamment dans les secteurs populaires. Notamment, ma compagne y travaille, quand ils sont obligés de facturer 6 mois de médicaments parce que les gens veulent les récupérer pour les envoyer hors de France, là non plus, il n'y a pas de contrôle. Et si on a le malheur de le faire une remarque au guichet, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous avons la révolution dans la pharmacie. Voilà, bonne journée. Voilà, c'était le message de Loïc du Toulouse. Alors, vous réagissez à aussi ce que vous entendez sur l'antenne. Et c'était, alors, vous participiez à ce débat, Philippe Bilger, c'était lundi, avec Jean Dorido. Oui. Vous aviez évoqué les taxis. Bon, ça part un peu des médecins, du corps médical, ces dépenses. Oui, mais j'étais plutôt sensible à l'argumentation des taxis, qui considérait qu'en réalité, il n'était pas responsable de l'augmentation des coûts. Alors, franchement, je n'ai pas une expérience directe de cela. Je sais pas. Vraiment. Ouais. Les taxis qui sont montrés du doigt, mais c'est vrai que on connaît tous des taxis. Madi Saïdi, c'est vrai que ce sont des courses quand même très très chères. On peut organiser différemment, peut-être. Oui, c'est sûr. Et puis le taxi, c'est un petit peu le dommage collatéral, parce que c'est vrai que les gens arrivent avec une prescription, ils doivent prendre le taxi. Eux, ils y sont pour rien. C'est des médecins qui prescrivent. Alors effectivement, parfois, on pourrait soit utiliser une ambulance. Parfois, il y a même des malades qui pourraient rentrer par leurs propres moyens. Donc il y a aussi une espèce de facilité à se faire prescrire par son médecin, et le taxi arrive et on le prend. Après, malheureusement, le taxi, lui, il n'est pas responsable. Donc, on montre du doigt les médecins, Abel Boyi. Oui, effectivement. Et puis, il faut laisser un peu les taximans et les taxiwomen tranquilles, parce que c'est assez compliqué pour eux. Ils sont dans un mouvement social déjà très important par rapport à l'ubérisation de la société qui est en train de tuer leur business. C'est très difficile d'avoir la licence. Donc, le taxi, tant qu'on l'appelle, il est là pour servir. Et c'est ce qui se passe en haut qu'il faut regarder plutôt. Oui, les dépenses inconsidérées. C'est vrai qu'on a tous des médicaments, Philippe Bilger, on ne sait plus quoi en faire
supporters. C'est vrai que c'est pénible. Bien sûr, aussi. on en prescrit tôt. Moi, j'en ai une multitude le matin, dont apparemment je ne devrais pas me passer. Mais c'est sûr que parfois j'ai l'impression que les médecins, lorsqu'on leur demande de vous donner l'essentiel, ont tendance à dire l'essentiel c'est forcément le multiple. Alors que on n'a pas toujours le temps de prendre les médicaments qu'on vous prescrit. On a l'impression que... mais ça dépend aussi de la conscience du médecin. Hein, mais ça a quand même une conséquence sur la consommation médicamenteuse de la population française. On a quand même 25% de la population qui est addicte aux antidépresseurs. On ne parlera même pas des personnes qui se shootent entre guillemets au Doliprane et à tout autre antidouleur. Donc voilà, faut pas avoir peur de mener la réflexion jusqu'au bout. Bon, merci à Loïc en tout cas au 0826 300 300. Vous pouvez le faire, hein. Vous appelez, vous laissez un message sur les thèmes d'actualité et on devise alors dans toutes les émissions et notamment dans les vraies voix. Dans un instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu. Restez bien avec nous. N'hésitez pas à aller sur le compte X de Sud Radio avec les conséquences de ce qu'il y a autour de la finale de la Ligue des Champions de handball, avec notamment les Champs-Élysées bunkérisés, les abus, les bêtises, j'allais dire, oui c'est un mot gentil, de certains supporters. Alors, est-ce que finalement toute cette violence autour du football, ça a fait du football un coupable ou une victime? Allez sur le compte X de Sud Radio, je vous donne les petites tendances dans un instant. C'est un bon moment que nous passons, alors n'hésitez pas à rester avec nous. Nos trois vraies voix, Philippe Bilger, vous connaissez l'incontournable président de l'Institut de la Parole, Abel Boilly, le fidèle président de FR Tous Unis, Tous Uniques, et puis la flamboyante Madi Saïdi, communicante et auteure de Françaises venues d'ailleurs. Ils sont là, tous les trois, avec nous pour l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. L'info en plus présentée par Félix Mathieu. Vous revenez sur le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est furieux contre la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Oui, la CNIL qui lui demande d'arrêter le système expérimental de vidéosurveillance algorithmique devant les écoles. Ce système ne fait pas que filmer, que enregistrer. Il analyse aussi les comportements suspects. Par exemple, le système déclenche une alarme auprès des services de police si une voiture stationne plus de 5 minutes à proximité d'une école. Expérimentation jugée illégale par la Commission nationale informatique et liberté. Cette autorité indépendante rappelle, je cite, la nécessité de réduire l'analyse des personnes sur la voie publique au strict minimum. Eh bien, c'est scandaleux, rétorque devant les caméras de nos confrères de CNews le maire de Nice, Christian Estrosi. Je suis obligé de demander à mon directeur de la police municipale de débrancher dans la seconde l'ensemble du dispositif sur toutes les écoles de la ville de Nice. C'est inadmissible de la part d'une autorité qui s'appuie sur une loi poussiéreuse, comme elle le rappelle, informatique et liberté de 1978, qu'aujourd'hui, elle décide délibérément de mettre en risque et en danger la sécurité des enfants sécurisés dans notre ville. La CNIL qui veille grosso modo à la proportionnalité entre impératifs de sécurité publique et grande liberté publique. On parle souvent des dérives, vous savez, dans les cas extrêmes d'un régime de notation sociale à la chinoise où on serait filmé en permanence avec même de la reconnaissance faciale. Bon, là, on en était quand même très loin à Nice, mais la CNIL veille à ce qu'on s'en approche pas d'une façon ou d'une autre. Elle n'a pas retoqué, en revanche, le dispositif qui vise à récupérer, par exemple, les immatriculations des voitures pour les dépôts sauvages de déchets encombrants sur l'espace public. La ville de Nice se veut un peu la championne de ce genre d'expérimentation de la vidéosurveillance. Une surveillance algorithmique censée répondre au fait que très concrètement, les agents municipaux peuvent pas regarder H24 les écrans de l'autre côté de chaque caméra. Et c'est pas la première fois que la mairie a maille à partir avec la commission informatique et liberté à ce sujet. Christian Estrosi entend maintenant saisir le Conseil d'État et lancer une pétition au nom de la sécurité des élèves. Oui, en fait, ils veulent laisser la prime à pas vu, pas pris. Et donc, pas d'algorithme. Philippe Bilger, ça vous inspire? Oui, c'est-à-dire que moi, tout ce qui favorise la sécurité collective, j'ai tendance à y être favorable. Et j'entends bien que la CNIL,
est de plus en plus connecté à cette tendance contemporaine qui met en exergue les droits de chacun au détriment de la sécurité de tous. Je trouve que, bien sûr, dans l'argumentation de la CNIL telle que Félix vient de la rapporter, ça n'est pas complètement absurde de dire qu'on ne peut pas maintenir la surveillance sur un véhicule pendant trop longtemps. Mais tout de même, cet arbitrage qui est fait en permanence en faveur du droit individuel contre la sécurité de tous me choque. Abel Boilly. Je rejoins Philippe, en fait. Je peux comprendre que les nouvelles technologies puissent faire peur, bien entendu. Imaginez, vous êtes un parent, vous garez votre voiture pendant plus de 20 minutes parce que vous attendez votre enfant qui sort en retard et ça envoie un signalement à la gendarmerie. Donc effectivement, on peut craindre des choses. Mais je pense que sur ce sujet de la sécurité, il faut faire confiance aux maires et à leurs équipes municipales qui sont des élus locaux qui savent ce qui se passe. Et surtout, le côté algorithmique peut avoir un effet dissuasif, en fait, que ce soit vis-à-vis des jeunes qui sont tentés d'amener des couteaux, vis-à-vis aussi des jeunes qui sont tentés de se faire des règlements de compte à 16h à la sortie de l'école. Donc je pense qu'il peut y avoir un effet dissuasif qui fait qu'aux abords des établissements scolaires, on peut retrouver moins de délinquance au final. Les jeunes et la violence, ça sera d'ailleurs l'objet de votre tour de table dans un instant, Abel Boilly. Mais je voulais sur cette question vous avoir à l'antenne, Madi Saïdi. La CNIL, elle en fait trop ou pas ? En l'occurrence, moi je trouve que le maire de Nice est dans son rôle. Son rôle de maire, c'est aussi d'assurer, garantir la sécurité de ses concitoyens. Et c'est assez paradoxal, en tout cas, le retour de la CNIL. On est quand même dans une société qui est de plus en plus violente. On a chaque jour c'est même pas un fait divers. Maintenant, je crois que c'est des problèmes de société autour de la sécurité. Et je trouve que c'est le minimum. Aujourd'hui, les gamins rentrent dans les écoles avec des couteaux, les gens se font agresser tous les jours. Et je trouve qu'ils en font un petit peu trop dans une société qui est en quête de sécurité, où tous les jours on a quelqu'un qui se fait planter avec un couteau, quelqu'un qui se fait agresser, et devant les abords des écoles. Encore plus, je crois que les enfants aussi ont droit à cette garantie d'une certaine sécurité. Et bien sûr, si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de mal à se faire filmer. Bon. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table des vraies voix. On va poursuivre sur ce sujet justement avec Abel Boilly, avec Philippe Bilger, avec Madi Saïdi. Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Philippe Bilger, Abel Boilly et Madi Saïdi sont avec nous. C'est leur moment puisque c'est le tour de table. Alors, on a commencé à évoquer la question de la problématique des armes blanches pour les mineurs. C'était notre débat d'hier. Ça a été l'info en plus soulevée par Félix Mathieu. Ça va être le tour de table de Abel Boilly. Maintenant, il faut nous écouter parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Je connaissais cette voix, tiens, Philippe Bilger, non? Abel Boilly, mission mineurs et armes blanches, chronique d'un magnifique hors-sujet. Exactement. Les 53 propositions du rapport dont on a parlé hier. Tout à fait, pour éradiquer le rapport des mineurs aux armes blanches et à la délinquance et à la violence de façon globale. Alors je vais développer très rapidement 3 points. Le premier, j'aimerais rappeler une sorte de contexte, parce qu'on entend souvent que les attaques au couteau, limite ça n'existait pas avant, que c'est un phénomène nouveau. Non, aujourd'hui ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a les réseaux sociaux qui ont amplifié le mouvement, mais on peut remonter au blouson noir dans les années 60, il y avait des attaques au couteau. On peut remonter au début du XXe siècle, les bandes de jeunes qu'on appelait les Apaches qui traînaient Strasbourg, Saint-Denis, tout ça, il y avait des attaques au couteau. Et on a même eu un roi de France qui a été tué le 14 mai 1610, Henri IV, tué par Ravaillac de plusieurs coups de couteau. Donc ça a toujours existé et ce n'est pas le fait d'une immigration qui aurait fait multiplier ça. Dans les années 80, 90, des attaques au couteau, ça existait, et même les armes qui commençaient à rentrer dans des collèges, dans certains territoires, ça existait. Aujourd'hui, il y a une amplification. Il y a un mois, il y a un drame à Nantes et François Bayrou demande un rapport et il donne un délai de 4 semaines. On a une situation qui se délite vis-à-vis de la jeunesse depuis plusieurs dizaines d'années. Comment penser qu'en 4 semaines déjà, on allait trouver une notice qui allait quelque part
apporter des solutions à une situation qui nous échappe à tous en tant que monde d'adultes. Ça, pour moi, c'est la première aberration. Deuxième hors-sujet, on parle beaucoup du couteau dans le collège. La problématique, c'est pas le couteau dans le collège, c'est le couteau dans la société. Parce que le jeune, quand il prend le couteau, c'est pas forcément pour se défendre dans le collège, c'est pour se défendre sur le chemin. C'est pour se défendre dans le quartier où il habite. C'est dans ce cadre-là. Donc, c'est comment travailler la prévention dès l'école primaire vis-à-vis des jeunes par rapport aux armes, avec la responsabilité des parents. Pendant trop longtemps, on a eu des œillères sur la capacité des jeunes, très jeunes. Moi, quand je dis très jeunes, moi j'ai des cas très difficiles, des 8-9 ans, d'accord ? On a minoré la capacité des jeunes à se désinhiber vis-à-vis de la consommation de la violence sur les réseaux sociaux et vis-à-vis du passage à l'acte. Et mon dernier point, on a un problème de violence chez les jeunes. Et bien sûr, on ne globalise pas la partie de la jeunesse qui sombre dans la délinquance. Il faut revoir un projet de société pour la jeunesse. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'ennuient à l'école. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire de la prévention à l'école ? Parce que l'éducation nationale, telle qu'elle a établi son dispositif de cours, ne permet pas que les associations que nous sommes puissent vraiment imbiber les jeunes de prévention. Aujourd'hui, il faut repenser l'école, il faut faire des tests, il faut une plus grande indépendance du milieu scolaire dès l'école primaire. Pourquoi ne pas faire des tests comme en Allemagne, dans certains Länder, comme aux États-Unis, où on voit dans certains établissements, il pourrait y avoir cours le matin et l'après-midi activités préventives, sportives et culturelles. Pour rendre l'école plus attractive vis-à-vis des jeunes qui s'ennuient, parce que tous les jeunes n'ont pas la même intelligence, et 2, pour pouvoir faire une prévention enfin efficace dès les classes de CE2, CM1 en réalité. Bon, 3 propositions très claires. Réaction de Philippe Bilger sur ces 3. Sur le premier point, après avoir dit que ça existait avant, mon cher Rabel, vous dites que ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. C'est tout à fait exact. Donc, d'une certaine manière, vous validez le rapport. Deuxième point, je n'ai pas trop saisi, mais c'est de ma faute. Le dernier point, en revanche, comment dirais-je, il paraît plein de bon sens, comme toujours, tout ce qui sort de votre tête. Mais sérieusement, je me demande si, avec ce que vous souhaitez, vous n'allez pas aggraver la déconnexion de l'école par rapport à ces tâches fondamentales. Non, parce que vous remarquez que tous les acteurs de terrain, peu importe quand ils interviennent, sur les radios, sur les télés, qu'ils soient intrascolaires ou extrascolaires, nous parlons tous de la prévention. Et il y a des journalistes qui disent sur les plateaux que la prévention, ça ne marche pas. C'est pas que la prévention, ça ne marche pas. On nous appelle trop tard. La prévention, ça veut dire en avance. On doit intervenir quand le jeune, il est encore droit dans ses bottes, dans son parcours citoyen. Or, on nous appelle quand le décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique a commencé. C'est déjà trop tard. Donc on met déjà des pansements sur des plaies et sur des os cassés. Voilà pourquoi il y a des lacunes dans la prévention. Avec la contradiction que je vous apporte, c'est que la prévention, c'est bien beau, mon cher Rabel. Mais ça ne suffit pas. On en a beaucoup parlé de la prévention. Moi, je me suis occupé de la répression et je peux vous dire, il y a une grande différence entre prévention et répression. C'est que la prévention, ça prend des années, alors que la répression, elle agit immédiatement. Mais j'ai jamais dit le contraire. Moi, pour finir mon propos, je dirais juste un dernier truc. Moi, je dis toujours qu'une société doit avancer à travers un triptyque prévention, sanction, répression. Mais ça commence par la prévention. On vous a mis d'accord. Le tour de table de Madi Saïdi. Je vous ai pas sollicité parce que vous prolongez avec votre prisme, Madi Saïdi, la justice des mineurs, avec notamment le cas dans la condamnation de l'affaire Matisse. Effectivement, oui, le cas de la condamnation de l'affaire Matisse. Je trouve qu'en France, on a trop souvent les yeux fermés. À un moment, je crois qu'il va falloir réformer la justice des mineurs. Un mineur d'aujourd'hui, c'est pas un mineur de 45, c'est sûr. Et aujourd'hui, je trouve que on est beaucoup. Alors effectivement, il faut de la prévention, comme ça a été dit, mais pas que, et pas surtout pas trop de prévention non plus. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gamins aujourd'hui, c'est pas à 10 ans qui changent ou à 8 ans. Dès le départ, ces gamins, moi je pense qu'il faut mettre vraiment la main sur l'éducation. C'est l'éducation et ça c'est des parents, ça c'est pas l'école. C'est des parents. Il y a des gamins qui ont 3 ans. Moi je me souviens de ce gamin qui terrorisait dans une maternelle ses profs. Le gamin à la maternelle, on a moins de 6 ans. Donc il a entre 3 et 5 ans et pourtant il terrorise les gens. Et pour en revenir à l'affaire Matisse, moi ce qui me scandalise, c'est quand j'ai vu la décision de justice. Matisse était mineur, il a donc été tué à coups de couteau par un autre mineur, et ce mineur a pris, en tout cas à mon sens, que 8 ans. Et connaissant le fonctionnement de notre justice,
peut-être qu'avec un peu de bol, s'il se comporte bien, au bout de 4-5 ans, il sera dehors. Et ça, c'est plus possible, c'est plus entendable. Les Français ne peuvent plus entendre ça. En fait, il faut savoir qu'un mineur d'aujourd'hui, c'est pas un mineur d'avant. Aujourd'hui, je pense qu'à un moment, un mineur qui se comporte comme un adulte, il faut le traiter comme un adulte. Et c'est ce qui me révolte, en fait. À un moment, il va falloir qu'on regarde nos mineurs en face de les yeux, qu'on regarde la société dans laquelle on vit, et surtout la société dans laquelle on veut continuer à vivre avec nos enfants. Voilà. Et avec votre tour de table, Madi Saïdi, on clôt ce sujet, ce débat. Merci à vous trois. On va maintenant faire le tour de table de Philippe Bilger. On passe à l'aspect politique, loin du populisme lepéniste. Bardella érige la raisonnable Giorgia Meloni en modèle, c'est ce que vous nous dites. Oui, alors cette idée, ça n'a pas été mis, ça vient du journal Le Monde. Objectivement, ça devrait être mis entre guillemets. Mais ça n'est pas parce que ça vient du Monde, un journal irremplaçable mais terriblement contestable, que c'est faux. En réalité, je crois en effet que, en dehors des petites contradictions qui existent entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, et pas seulement sur la Nouvelle-Calédonie, il y a quelque chose qui, dans leur approche, montre une dissemblance des stratégies et peut-être même des pensées, même si Jordan Bardella est encore très frais dans ce domaine. Mais je crois qu'en effet, il est plus proche d'un pragmatisme utilitaire à la Giorgia Meloni, avec des résultats qu'elle obtient qui ne sont pas négligeables, loin de là, sur le plan de l'immigration et de l'économie, alors que Marine Le Pen est beaucoup plus, d'une certaine manière, révolutionnaire, en rupture. Et je me demande si la dissidence de Jordan Bardella ne va pas encore davantage ouvrir un chemin à Reconquête, puisque Éric Zemmour n'a pas cessé de dénoncer la tiédeur de Marine Le Pen par rapport à ses principes de base. Alors s'il s'agit de faire du RN comment dirais-je, une approbation collective de Giorgia Meloni avec ce pragmatisme intelligent mais relativement modéré qui n'est pas anti-européen, peut-être y aura-t-il là une place pour Reconquête. C'est une question que je pose. Stratégie politique. Voilà. Alors, chacun en une petite vingtaine de secondes. Madi Saïdi. Oui, en tout cas, Marine Le Pen, je pense qu'elle est prise en étau par sa volonté de normalisation. Finalement, elle veut tellement normaliser son parti que quelque part, elle le dénature. D'ailleurs, on le voit. Là, quand il y a eu cette petite phrase concernant Bardella sur la Nouvelle-Calédonie, elle a beaucoup de ses militants, si je veux dire, première heure, qui se sont sentis heurtés et qui n'étaient pas contents parce qu'ils trouvent que justement, elle se normalise un peu trop du fait, elle s'éloigne de ce que le parti était avant. Et votre point de vue, Abel Boyi? Le problème du Rassemblement national, c'est qu'il ne peut pas se passer de son électorat historique, qui est encore plus radical. Et comme dit souvent Éric Zemmour, limite Marine Le Pen apparaît presque comme une femme de gauche quand on connaît la rigueur de l'idéologie que fut celle du Front National. Maintenant, par rapport à la fenêtre de tir pour Éric Zemmour, à titre personnel, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est un piètre politique. Il était beaucoup plus intéressant lorsqu'il était chroniqueur à la télé. C'est noté. Merci à vous trois pour vos tours de table. Dans un instant, le football, tout d'abord, avec le rendez-vous historique pour le Paris Saint-Germain qui tentera de gagner sa première Ligue des Champions demain face à l'Inter de Milan. Mais il sera question également de la crainte des services de l'État face à d'éventuels débordements de supporters lors des célébrations post-match. Ces derniers mois, la violence des supporters n'a cessé d'affoler le monde du foot. Aussi, nous vous posons la question. Parlons vrai. Les violences et les débordements des supporters, quel est le rôle du football finalement dans tout cela? Le football, il est victime ou il est responsable de cette violence? Nous aurons un grand témoin passionné de foot, à la fois dans sa pratique, mais aussi dans son suivi au sein de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française. Vous le connaissez aussi en tant que député, Carl Olive, député des Yvelines. Bonsoir Carl. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir Frédéric. Alors juste une petite question avant de se retrouver dans un instant, mais alors plutôt victime ou plutôt coupable le football par rapport aux supporters? Les violences de la société ne s'arrêtent pas aux portes du stade. Le football est victime des violences de ce qui se passe au quotidien. C'est noté, on en parle dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Abel Boyi, Madi Saïdi, Île-de-Vise avec vous dans ce long pont, mais ce long pont festif avec du football. C'est l'objet du coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
32 ans après l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain va tenter de ramener à la France une deuxième Ligue des Champions de football demain face à l'Inter Milan. Pour l'occasion, le quartier des Champs-Élysées sera hyper sécurisé au détriment des commerçants notamment. La raison, la peur des débordements de supporters, un fléau en France, décuplé depuis le retour des stades, il faut le dire, après le Covid. Nous vous posons la question, appelez-nous au 0826 300 300 et vous nous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Violence et débordements des supporters, le football est-il victime ou responsable? Vous dites pour l'instant responsable à 64%. Notre grand témoin est Carl Olive, député des Yvelines, membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. On vous retrouve dans un instant. Carl, j'aimerais, Philippe Bilger, que vous nous disiez finalement si le football a des responsabilités. Sûrement, mais d'abord, bonheur de savoir que Carl Olive nous écoute. Deuxième élément, j'élimine les saccageurs et briseurs idéologues qui vont probablement peut-être venir dimanche apporter plus que du trouble et de la violence, les Black Blocs. Au niveau des supporters, je suis frappé de voir, et au-delà du football, à quel point il n'y a plus une manifestation de fête ou de chagrin qui ne soit accompagnée par des violences, des dégradations et des saccages. Comme si en réalité, il n'y avait plus rien qui empêche les supporters ou ceux qui y ressemblent de s'abandonner au pire d'eux-mêmes. C'est comme si on ne savait pas, parce que le football induit une atmosphère de frénésie, d'intensité, d'enthousiasme après, comme si cette atmosphère était contagieuse pour aboutir au pire. Et ça, c'est dramatique. Alors, je fais confiance à ce formidable préfet qu'est Nunez pour mettre en place, et puis bien sûr à Bruno Retailleau, pour mettre en place un énorme appareil pour maintenir l'ordre. Mais c'est très triste de devoir en arriver là. 5400 policiers mobilisés à Paris, Carl Olive. Ça fait cher. Et à chaque fois, combien de fois on empêche les supporters d'aller sur des déplacements parce que ça va drainer trop de forces de police? Il y a quand même un point rouge sur le football, Carl Olive. Je suis absolument pas d'accord, Frédéric. Rebonsoir. Je vais reprendre les propos de Philippe Bilger. Il n'y a pas une manifestation aujourd'hui en France depuis maintenant 4-5 ans qui finalement se déroule bien, quand bien même on parle de manifestations pacifistes ou par exemple des manifestations pour des grèves. On l'a vu sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on a 90% de manifestants qui se comportent parfaitement bien, qui font valoir leurs droits. Et vous avez 10% de pourris qui viennent polluer volontairement les cortèges. Je pense évidemment au Black Bloc, comme l'a rappelé Philippe Bilger. Mais de la même manière, on a vu aussi pour les manifs des retraites. Donc aujourd'hui, encore une fois, pour moi, le football est victime. C'est une caisse de résonance à nul autre pareil de la société. Et encore une fois, les incivilités ne s'arrêtent pas aux portes des stades. En revanche, moi, je ne dis pas que les forces de sécurité que notre pays a peur des représailles. Au contraire, ils se prémunissent. On est dans une sorte de prévention. Et il faut rendre hommage aux forces de police. Vous l'avez rappelé, Frédéric, mais également au travail du préfet Nunez en termes de prévention. Et alors, c'est ce qu'il dit, Carl, juste pour agrémenter ce que vous êtes en train de dire, nous sanctuarisons l'étoile, elle sera gelée, personne ne rentre, même les piétons, dès samedi 18h. Et des commerces qui sont fermés jusqu'au dimanche soir minuit. Ça fait beaucoup quand même, non ? Oui, mais là, on est sur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Frédéric, on est sur quelque chose qui vient une fois presque tous les 50 ans ou presque, puisque la dernière... il y a 32 ans. Ça fait 32 ans et on était présent en 96, le 8 mai 96 pour la victoire du PSG, c'était en Coupe des Coupes. Mais encore une fois, c'est des immenses rassemblements de la jeunesse et de fêtes. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes incapables parce que la société est fracturée et qu'il y a des incivilités. Ces incivilités, elles sont pas la responsabilité d'un ministre de l'Intérieur quel qu'il soit. Elles sont la responsabilité de ceux qui veulent encore une fois foutre le bordel. Et ceux-là, il faut les traiter comme des ennemis de la République. Bon, alors Carl Olive, les vraies voix échangent avec vous. Madi Saïdi, quand même, les autres sports ne causent pas autant de problématiques. Est-ce qu'il y a un moment où le football doit être montré du doigt, Madi ?
Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Carl Olive. Pour moi, le football, il est victime. Parce que pendant longtemps, on a eu le problème des hooligans. Et honnêtement, la plupart des clubs ont fait le nécessaire. Le PSG a fait le nécessaire. Ils ont mis des moyens. Ils ont viré ce qu'ils devaient virer. Et donc, potentiellement, ça se passe mieux. Je crois qu'on a aussi une espèce d'amalgame. Ceux qui viennent foutre le bordel dans le football, c'est pas des amateurs de football, c'est pas des gens qui aiment le foot. C'est pas des gens qui viennent se mélanger à la liesse pour faire la fête. C'est des casseurs, c'est des racailles. Osons-nous, c'est ça, ce sont des racailles. Et qui viennent, de toute manière, il y a très longtemps, même plus que 5 ans, qu'à Paris, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas célébrer, on ne peut plus faire de fêtes. Il y a toujours, quelque part, cette épée Damoclès, de la délinquance, de l'insécurité. On ne peut plus rien faire à Paris. Et moi, je pense effectivement, le football a aussi un public assez particulier. C'est un sport très populaire. Alors évidemment, on ne peut pas le comparer au rugby, là où il n'y a quasiment jamais, ce genre d'échauffourée. Et je crois que c'est aussi la nature du football qui fait que malheureusement, on a des publics qu'on a et qui rend la question de la sécurité compliquée. Vous êtes pour l'instant tous d'accord. J'essaye de me faire l'avocat du diable, même si, et Carl le sait, on a travaillé longtemps ensemble à Canal+, je suis passionné de football, mais quand même, on a un rôle aussi, nous les médias, Carl. Quand on monte le supporter de Saint-Etienne contre le supporter de Lyon, quand on attise, quand à l'époque, le président Tapi et TF1 s'amusaient à monter le Classico, le football a joué aussi avec ses rivalités, il le paye aussi un peu, Carl, non ? Alors vous avez raison sur 2 points, Frédéric. La première, rappelez-vous, la direction des sports de Canal avait une éditorialisation qui faisait que lorsqu'il y avait quelqu'un qui rentrait par exemple sur le terrain, lorsqu'il y avait des échauffourées dans les tribunes, volontairement nous ne les montrions pas. On les montrait pas pour pas que ça fasse caisse de résonance. C'est la théorie de la vitre brisée de l'ancien maire de Giuliani, l'ancien maire de New York. Et de la même manière, il faut aussi là pour le coup aussi parfois dire qu'on a un certain nombre aussi de clubs et de présidents qui sont responsables parce que le travail en interne, et Maïdi vient de le rappeler, n'est pas toujours fait. Ce qu'a fait Robin Leproux au Paris Saint-Germain, on aurait pu faire peut-être un peu plus école, ou parfois quand il y a des débordements qui sont des débordements inacceptables. Je vous donne un exemple. Il y avait eu un sujet avec des supporters qui balançaient des canettes sur Dimitri Payet lors d'un match entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Lyon. De Lyon, exactement. J'avais voulu faire une proposition pour qu'on puisse à la fois sanctuariser et démultiplier le montant des amendes pour les supporters. On m'a rionné parce que j'étais soi-disant en conflit d'intérêts, parce que je fais partie, vous l'avez dit, de l'administration de la Ligue de football professionnelle. Voilà, on en est dans le pays. Donc ça veut dire que les spécialistes n'ont pas voix au chapitre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça n'a rien passé. Bon, alors l'avis d'Abel Boilly, qui est très important, parce qu'Abel Boilly, avec Tous Unis, Tous Uniques, vous faites aussi de la prévention auprès des jeunes footballeurs. Le football génère de la violence ou pas ? Alors je vais être taquin avec vous, Frédéric. Je trouve votre question très vicieuse. Mais c'est pour ça m'amusait. Oui, parce qu'il y a 2 sujets dans la question. Comme l'a dit Monsieur Olive et m'a dit aussi, la société est violente. N'oublions pas la menace terroriste aussi qui est toujours présente. Donc le foot ne peut pas être responsable. Mais quand je dis il y a 2 sujets, il y a le football du quotidien, c'est-à-dire la vie du championnat, que ce soit le championnat de France, la Liga, la Première Ligue ou autre, et des événements particuliers comme demain, où en cas de victoire, la foule peut remplir les rues de Paris, mais ça, c'est pas le foot qui organise ça. Ça, ce n'est pas le foot, parce que vous avez des supporters, et vous avez des supporters, on va dire, occasionnels, et des supporters plus récurrents qui vont venir. Vous avez des gens qui n'aiment pas le foot qui vont venir aussi, et pour moi, c'est 2 sujets totalement différents. La seule chose que je peux dire, sachant que c'est pas évident à gérer, et que je peux regretter, c'est que malheureusement, on l'avait en Angleterre, le cas de Monsieur Leproux a été mis en exergue par rapport au PSG, c'est que peut-être au niveau de la violence dans les stades, il a fallu attendre qu'il y ait des drames, voire des morts, pour que ça puisse bouger. Je répète, c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer, bien entendu. Mais pour moi, il y a 2 sujets. Ce qui va se passer demain soir, c'est pas la responsabilité du PSG, c'est pas la responsabilité de la LFP ni de la FFF. Vous avez une Champions League qui est une compétition de l'UEFA en plus, qui fait que, comme ça a été dit, la dernière finale, c'était, il y avait 96 le PSG, 93 Marseille. Contre le Rapide de Vienne. Voilà, c'est un mouvement historique, et en plus il y a un petit clin d'œil de l'histoire où ça se passe à Munich. Comme Marseille en 93. Donc au niveau de ce qui va se passer demain, le PSG n'est pas du tout responsable. Pour la conclusion, on se fait plaisir tous les 4 avec Carl Olive. Carl, ça va passer pour le PSG ?
D'abord, je veux dire merci parce que c'est très intéressant d'ouvrir ces chapitres, Frédéric. Ouais. Et ça m'étonne pas de vous. La deuxième chose, c'est que il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris. C'est que, vous voyez, là, je suis à Saint-Germain-en-Laye, à Poissy. Il y aura de belles fêtes aussi qui seront faites. Et je rejoins ce que dit Abel. C'est d'abord une fête citoyenne avant d'être une fête de supporters. Et je vous annonce 1-0, j'y serai. 1-0 Vitignac, 87e. Bon, et votre ville, Poissy, qui accueille désormais le stade d'entraînement. Vous êtes au cœur, hein, Carl Olive. Philippe Bilger, rapidement, le PSG. Vous n'êtes pas fan du PSG? Oui, mais il va gagner. Bon, il va gagner. Madi. Ici, c'est Paris, il va gagner, c'est sûr. Abel. Ah oui, on va l'avoir, notre première étoile, ça y est. On va l'avoir. Allez, Carl Olive, bon voyage à Munich et merci, cher Carl Olive, de nous avoir éclairé, vous en tant que député, mais aussi passionné de foot et membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Merci à vous, Philippe Bilger, Abel Boilly, Madi Saïdi. Merci à toute l'équipe autour de Julien Delmas, le réalisateur, Aude au standard et toute l'équipe pour ces 2 jours qu'on a passés ensemble. Place au rugby dans un instant. Il y a l'info, il y a le rugby et on a Alexandre Priam. Ah, on me fait signe. Oui, on est là, bien sûr. Bon, il y a pas que le foot, Alexandre. Alors j'en profite pour dire qu'il y a aussi le hand, hein, parce que les filles de Metz, elles font leur Final Four en finale de Ligue des Champions. Mais vous, au rugby, c'est quoi, Alexandre, le programme? Déjà, moi je dis 2-1, but de Vitinha. Je suis d'accord avec ça, penalty à la 50e, et on terminera avec une tête de Marquinhos pour sceller la victoire du Paris Saint-Germain. Non, et plus sérieusement, Milan, qui marque pour Milan, allez là, Lautaro, comme ça on va pas prendre de risques. Oh non, et Pavard, ça serait marrant, Benjamin Pavard, non? Il va jouer. Ce serait marrant, c'est vrai que ce serait marrant. Allez vite, le programme, alors on va parler de rugby, oui, parce que ce soir on a une deuxième demi-finale de Pro D2 qui va rejoindre Grenoble en finale. Ça va se jouer entre Brive et Montauban ce soir, avec ce très grand rendez-vous de la saison de Pro D2. Soyez au rendez-vous, on est là jusqu'à 23h. Merci, à tout de suite, Alexandre Priam.